Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Corentin revient sur sa traversée de la France qu'il a faite à pied avec sa chienne Vega. Un voyage seul, jonché de rencontres, où l'on prend le temps de ralentir et de profiter des choses les plus simples. Encore un parcours très inspirant où Corentin a fait de ses contraintes des opportunités. J'espère vraiment que cet épisode te plaira et t'inspirera autant qu'il m'a inspiré et je te souhaite une excellente écoute. Hello Corentin, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour parler de ta traversée de la France à pied avec ta louloute Vega. Comment vas-tu ? Mais ça va très bien, je suis ravi d'être là, content de participer à ce podcast et puis je suis enthousiaste à l'idée de parler de tout ça. C'est la première fois du coup que je vais revenir dessus. Je suis rentré il y a un petit temps maintenant, mais j'ai pas encore pris le temps de verbaliser tout ce qui s'est passé, donc ça va être un bon exercice, je pense. Eh bien, je suis super contente que ça soit avec moi que tu reviennes sur cette expérience, puis surtout que ça fait quelques temps déjà qu'on est en contact, donc j'avais hâte de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter Vega ? Bien sûr, ouais. Moi, je m'appelle Kimno Corentin, je suis réalisateur, photographe. Je sais faire plein d'autres choses aussi, je sais faire des pizzas, par exemple. C'est pas un truc que je mets souvent sur la table. Super utile. C'est toujours utile. Ma chienne s'appelle Vega, c'est un chien loup tchécoslovaque. Elle a 2 ans. Et puis avec elle, cette année, comme tu l'as dit avant, on a traversé la France à pied. Donc on est parti de Strasbourg jusque dans les Pyrénées. On a fait une diagonale et puis c'était un très beau projet donc on va détailler là dans ce podcast, quoi. C'était combien de kilomètres ? Sur le papier, ça en fait à peu près 1000. Nous, on en a fait 3000, plus de 3000, à force de zigzaguer et puis de divaguer. Donc les routes, ouais, mes chaussures, faudrait les voir, il manque 1 centimètre à chaque semelle. Ouais, j'imagine. Ouais. Et pourtant, et les petites patounes de Vega, aucun problème, quoi. Ah bah, comme quoi, ils ont l'air d'être faits pour ça, leurs petits coussinets. Oui. Et donc, plus de 3000 kilomètres, en combien de temps vous avez fait ça ? On a fait ça tranquillement en 5 mois. C'est un luxe, hein. C'est vraiment un luxe et je considère gravement la chance que j'ai eue de pouvoir envisager un projet pareil sans en être découragé et puis de le faire sans avoir de problème, de pouvoir me permettre de mettre 5 mois de ma vie en off, entre guillemets, sans avoir à travailler, parce que je travaille depuis que j'ai 16 ans, donc j'ai pu me permettre ça aussi. Et je comprends que ce soit un luxe de pouvoir s'alléger de toutes les pressions qu'il y a autour, juste pour aller marcher et profiter un peu du grand air avec son chien, quoi. Mais je pense que ça pourra inspirer pas mal de monde, comme tu dis. C'est une chance, mais c'est aussi une chance que tu t'es donnée, enfin dans le sens où t'as voulu mettre ce projet en place et t'as fait en sorte qu'il se fasse. C'est une chance, ok, mais t'as travaillé pour aussi, comme tu l'as dit, et je pense que ça pourrait aider pas mal de monde si certains ont envie aussi de vivre de telles expériences. Je trouve ça assez drôle que tu parles de luxe. C'est quand on parle de ralentir, de voyager doucement, de marcher, etc., qui peut être un peu aux antipodes de ce qu'on se fait de l'idée du luxe. Ouais, je pense que ça demande de re-questionner la richesse, surtout. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Giono qui s'appelle Les vraies richesses et qui parle pas mal de ça. Alors Giono, c'était quelqu'un qui aimait pas trop, détestait la ville, qui a beaucoup écrit sur les campagnes et la Provence. Donc Les vraies richesses, il date, si je dis pas de conneries, il date de 1937 ce livre et il est encore très actuel quand tu le lis aujourd'hui. Je vérifie juste la date. C'est de 36. Il a été publié en 1936 et vraiment il y a des passages qui sont bouleversants. Il a un rapport extrême avec la modernité. C'est pas mon genre de cracher sur la modernité, sur les villes, etc. parce que c'est quand même des belles avancées. Nous permet aujourd'hui d'enregistrer un podcast sans être l'un en face de l'autre. Ouais, ou d'avoir en ton le faisant métier dans aussi. de bonnes conditions. Voilà, ouais. Mais franchement, c'est des bouquins qui font plaisir à lire. Donc les vraies richesses. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parle de luxe parce que ça me touche particulièrement, quoi. Trop bien. Et on va approfondir tout ça. Et avant ça, j'avais une petite question. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'avoir un chien loup tchèque ? Comment on choisit son chien généralement? Ça, c'est une grande question. On essaie de trouver des chiens qui nous plaisent visuellement, ça c'est une première chose, mais on s'intéresse aussi beaucoup aux traits de personnalité des races, même si évidemment le caractère va dépendre de l'éducation qu'on fait et puis
puis aussi de la génétique du chien finalement. Mais il m'attirait particulièrement parce que ça semblait être, en tout cas, des chiens très indépendants, pas des chiens qui sont tout le temps collés à un maître, etc. Du moins, c'est ce qu'on en disait. Il y a le fait que ce soit proche du loup et que ça ait gardé pas mal de codes sociaux du loup et de manière de communiquer du loup. Et ça me plaît énormément parce que finalement, le loup reste un des animaux les plus social du monde. Je parle pas des fourmis, mais en tout cas, chez les loups, il y a des principes de meute qui sont vraiment intéressants. Et c'est pour ça on est amis avec des chiens aujourd'hui aussi, c'est à cause de ça, quoi. Il y avait ça, et puis c'est vrai que ça reste des bêtes fascinantes, quoi. Elles sont majestueuses. Ma petite chienne, c'est un chien loup tchécoslovaque, elle fait que 30 kilos. C'est un petit gabarit, quoi, pour un chien loup tchécoslovaque. Mais parfois, elle a des comportements qui ressemblent à... Une fois, j'ai l'impression d'avoir un humain avec moi, quoi. Est-ce que j'ai des exemples? Ça se joue plus dans le regard, quoi. Vraiment dans le regard et dans le... J'aime bien dire qu'elle a la voix de Michael Lonsdale. Mais si tu connais pas cet acteur, il a une voix très posée, très douce comme ça, comme s'il comptait quelque chose. Ok. Et j'ai l'impression qu'elle a cette voix et qu'elle me parle par télépathie parfois. C'est n'importe quoi, mais je trouve ça très drôle. Là, j'ai choisi par rapport à tout ce que je t'ai dit avant, et puis je suis tombé dessus. J'étais en tournage dans l'ouest de la France un jour, et j'avais un jour de battement, et vraiment c'était une période où ça faisait bien 2 ans que je me renseignais à adopter un chien, à trouver un compagnon, et que je me renseignais beaucoup sur cette race, parce que c'est pas une race qu'on peut prendre au jour le jour, quoi. Il faut vraiment se renseigner. Ça nécessite quand même un sacré cadre. Et j'étais dans l'ouest de la France et j'ai trouvé une famille qui faisait un élevage, qui faisait une portée par an. Je me suis dit pourquoi pas aller les voir pour leur poser des questions dans un premier temps, puis les rencontrer, en voir un pour de vrai, et puis grossière erreur, parce que ça m'a juste donné encore plus envie d'essayer d'offrir une belle vie à un chien magnifique comme ça, quoi. Et donc je suis revenu à la prochaine portée, et depuis j'ai Vega avec moi. Et on essaie de créer une relation, une amitié, un langage aussi, puis ça marche pas trop mal. Trop bien. Si on part sur ton voyage, moi, la question que je me pose en premier, c'est quelle a été ta motivation? Tu vois, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette traversée de la France? Pourquoi à pied? Pourquoi la France? Pourquoi de l'Alsace aux Pyrénées? Enfin, quelle est un peu la base de ce projet? Je te retourne la question, est-ce que t'as jamais eu envie de traverser ton pays à pied? Eh ben non, c'est pour ça que je voulais discuter de ça avec toi, parce que peut-être qu'après ça, j'aurais envie. J'ai pas mal vadrouillé en auto, en voiture, en France. Donc d'aller d'un point A à un point B pour aller voir un bel endroit. Et surtout, en France, tu fais une demi-heure de voiture et t'es vite dans un paysage différent. Tellement diversifié, c'est bouleversant, quoi, comme pays. Et de le faire, c'est pour ça que je me suis dit, un jour je le ferai à pied, parce que c'est une manière totalement différente de voyager, au-delà de la performance, hein, qui est à l'escalée, on traverse, on part d'une frontière, on atteint une autre frontière, bon, ça vaut ce que ça vaut. Sur le papier, voilà, c'est de la performance, mais c'est pas ce qui m'intéressait en premier lieu. Vraiment, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il y a entre les deux, quoi. De partir à pied d'un point A et de marcher, traverser des paysages à la vitesse du pied et de la botte. Ça permet quand même de faire ralentir beaucoup de choses, de libérer de la pression qu'on a tous souvent, qui est celle de courir toujours après un truc. Et c'est un luxe, je le disais avant, c'est un luxe de pouvoir s'accorder ça. Et j'avais vraiment envie de faire ça. Je me dis, c'est peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le faire, peut-être que j'arriverai à me le permettre. Et surtout, je me suis dit, est-ce que je le fais seul ou est-ce que je le fais avec un compagnon? Est-ce que on se lance dans un projet de 6 mois sans vraiment savoir où on va avec un être humain, ou est-ce que c'est plus facile de le faire avec un chien? J'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'en sors de là en disant qu'avec un chien, c'est quand même merveilleux. Parce qu'il nous suivra partout, quoi. Et puis il y a pas vraiment de moment de solitude, quoi, avec un chien. Et qu'est-ce qui a fait que t'es passé de l'idée à la construction du projet? C'est le fait d'avoir eu Vega qui t'a un peu remis dans ce mood ou? Ouais, le fait de prendre Vega, il y avait aussi ce projet dans le fond, hein. Il y avait aussi cette envie
de trouver un compagnon, de créer un langage, de créer une amitié dans un premier temps, de s'entraîner ensemble pour pouvoir vivre une expérience comme ça. Donc c'est sûr que ça s'est pas fait en 2 jours. Je suis pas parti du jour au lendemain en me disant bon allez maintenant je laisse tout tomber, je m'en vais, je traverse la France à pied. Non, il y avait cette volonté de je le fais et j'adorerais le faire avec un chien. Je ne possède pas de chien, je n'en ai pas adopté, donc il a fallu que j'en adopte un et que je lui apprenne en fait, je lui apprenne comment je fonctionnais, comment la vie fonctionnait d'après moi, et puis que je l'entraînais et tout. Donc ça a pris plus d'1 an et demi quoi avant qu'on se lance, parce que quand ils sont chiots, on peut pas les lancer sur la route comme ça. Bien sûr. Il y a quand même des délais à respecter pour leur demander une activité physique quelconque. Et comment toi, justement, tu t'as préparé Vega pour une telle aventure? Elle a eu son éducation de chiot où je l'ai cadrée à la maison, enfin dans nos balades aussi pour qu'elle comprenne et qu'elle apprenne la sécurité. Les ordres, ils sont juste là pour ça. La marche sans laisse, le rappel, tout ça, c'est vraiment des trucs de sécurité, quoi, pour éviter qu'elle se mette en danger. Elle a appris très vite. Et après, il y a eu tout un entraînement sur la confiance qu'il y a entre nous. C'est fou parce que tout va ensemble, en fait. C'est pas juste lui apprendre un ordre pour qu'elle écoute. C'est vraiment une confiance et une relation à créer. Donc beaucoup de jeux, beaucoup de copains, de copines, pour là aussi renforcer notre relation. Et puis après, les entraînements, c'était sur les derniers mois, les 5 derniers mois, on faisait 15 kilomètres par jour. À chaque balade, on faisait 5 kilomètres, ce qui est relativement chouette, quoi, pour s'entraîner. Moi, je le fais avec un gros sac à dos, mais elle, je l'entraînais juste à me suivre sur des 5 kilomètres en 1 heure et demie, 2 heures, quoi. Parce que de toute manière, c'était juste une histoire de distance pour elle. Elle avait pas de sac à porter. Fallait juste qu'elle me suive, quoi. Ok, bah après il y a certaines personnes qui ont des sacs quand même pour leurs animaux. Qu'est-ce que tu mettais toi dans ton sac? Enfin, qu'est-ce que t'as mis dans ton sac pour 5 mois de voyage? Dans mon sac, il y avait plusieurs choses. Il y avait un appareil photo. En L'élément premier. essentiel. Un petit argentique. Il y avait une tente. Il y avait un hamac aussi. Un sac de couchage. J'avais des vêtements de pluie. Un short, un t-shirt, une paire de chaussettes, 2 slips. Enfin, vraiment le strict nécessaire, quoi. J'avais aussi de quoi... J'avais un appareil photo argentique, un appareil photo numérique avec quelques objectifs, donc rien que ça, cette partie, la partie appareil photo pèse 8 kilos. Là où toute la partie bivouac, etc., ça en fait 10. Donc tu vois, ça double le poids du sac pour moi, mais bon, je m'étais entraîné avec, donc c'était mon fardeau, c'était ma croix. Je me sentais obligé de l'emmener. Et puis il y a tout ce qui était pour ma chienne. Il y avait pas grand chose à part de l'antiseptique et puis une paire de chaussettes pour elle, de quoi la réparer entre guillemets. Pas grand chose, une serviette pour elle et puis ses repas, quoi, tout simplement. Comment tu faisais justement pour ces repas? Vega est une chienne qui est au barf depuis qu'elle est née. L'éleveuse l'a nourrie au barf jusqu'à ses 2 mois. Et moi, j'ai continué son alimentation comme ça, donc je l'ai éduquée avec cette alimentation. J'envisageais mal de partir sur un projet comme ça, d'une traversée d'un pays, en la passant aux croquettes, dans le sens où je n'avais aucune idée si j'étais capable de trouver la bonne marque de croquettes à tel endroit. Et partir avec 15 kilos sur le dos, sachant que je partais pour une longue période, c'était pas envisageable non plus. L'avantage d'un pays comme la France, c'est que c'est un pays très dense, à part à part dans les Cévennes et puis dans le Césalier, mais on a toujours un village qui est qui est à moins de 10 kilomètres d'un autre, donc des supérettes ou des bouchers, c'est toujours facile à trouver pour nourrir mon chien. Donc t'as acheté un peu au jour le jour? Ouais, le maximum que j'ai fait, j'ai trouvé un boucher dans les Cévennes et le prochain était à être dans 5 jours de marche, donc ça veut dire que j'ai dû mettre 5 kilos de viande dans mon sac en plus. À ce moment-là, elle était à 1 kilo. Comme on marchait quand même pas mal et il faisait bien chaud, ça nécessitait j'augmentais un peu les rations pour qu'elle tienne quand même la route. Je te cache pas qu'au bout de 3 jours, en
plein mois d'août, ça fait son effet dans le sac. Bah ouais, c'est ça. Comment t'arrives à le garder en bonne condition, quoi? Bah, c'est mis sous vide, mais là, il n'y a pas de secret. Au bout de 3 jours, c'est plus forcément très bon. Ça commence à faisander sévèrement. Donc ça pue, mais après, ça veut pas dire que pour eux, c'est pas mangeable. C'est-à-dire que tout ce qui pue, ça, il adore, hein. Mais je dépassais pas les 4 jours, hein. Malheureusement, j'ai dû trouver une solution pour le 5e jour. J'ai trouvé une mini supérette et pour la dépanner le 5e jour, j'ai pas pu prendre la ration que j'avais pris, que je trimballais depuis 5 jours. J'ai dû la balancer. Non, c'était pas envisageable de lui donner. J'osais même plus l'ouvrir. J'avais peur que ça m'explose au nez. T'imagines? Mais voilà, en tout cas, oui, c'est sûr que c'est une des difficultés les plus grandes, hein, de comment nourrir son chien. Et c'est surtout pas anodin. Bah ouais, surtout selon son mode de voyage, Et quoi. c'est pas anodin parce que vraiment, mon voyage, je l'ai organisé en fonction des boucheries. C'est-à-dire que elle a jeûné une fois parce qu'elle était malade. Donc je l'ai fait jeûner une fois un soir, mais je lui ai redonné à manger le lendemain. Juste pour faire passer elle avait vomi après une grande pluie, alors je pouvais pas lui donner à manger le soir-là. Mais en tout cas, je tenais vraiment à ce que mon chien ait à manger tous les jours et que je trouvais ça important. C'est plus facile pour un être humain d'emporter 4 tomates, une mozzarella, ça, tu tiens un moment avec ça, tout simplement. Du lyophilisé, c'est aussi très facile à emporter, à utiliser. Et des restaurants, il y en a vraiment partout. Des repas pour tes chiens, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai vraiment organisé mon voyage en fonction de ça. Et ça m'allait tout à fait. Et donc justement, si on revient sur ton itinéraire, donc t'es parti d'une frontière à l'autre, et donc il y a eu le facteur boucherie pour le choix de ton itinéraire. Qu'est-ce que t'as eu d'autre comme contrainte ou comme volonté qui a fait que tu as pris cet itinéraire-là? Je te parlais de performance avant, et je t'expliquais à quel point c'était pas vraiment important pour moi. Il y a un chemin qui s'appelle l'Hexatrek en France qui part, et qui est assez récent, qui part du nord de l'Alsace et qui arrive dans les Pyrénées. Donc il traverse aussi la France, depuis l'endroit où je suis parti, d'Alsace jusque dans les Pyrénées, sauf que ce parcours passe par les Alpes, passe par le Jura, etc., par des grandes montagnes, des paysages incroyables, évidemment. Et moi, ça m'angoissait un peu de faire ça avec mon chien, mon sac à dos, même si je suis sûr que c'est magnifique à faire. C'est pas forcément ce qui m'intéressait non plus. D'aller me perdre dans des grandes montagnes. Ouais, puis mine de rien, ça rajoute quand même pas mal de difficultés en termes de kilomètres et de dénivelé quand même. Ça rajoute de la difficulté sur les dénivelés, même si je pense que j'en ai fait tout autant. Je pense que j'arrive à plus de 60 000 mètres, d'après les calculs que j'ai fait, je suis à 60 000 mètres, 3000 kilomètres de distance. Bon, je l'ai fait en 5 mois. L'Hexatrek, ça se fait, je sais même pas en combien de temps les gens font ça, mais plus rapidement. Et l'Hexatrek passe par des parcs où les chiens sont pas forcément autorisés. Mais il y a des alternatives, je sais très bien qu'il y a des alternatives. Moi, je voulais pas forcément suivre un chemin tout tracé. J'avais envie de me paumer, quoi. J'avais envie de me perdre. J'avais envie de pouvoir aller où je voulais. Si je voulais aller à gauche, bah, allez, je pars à gauche. Plutôt si cette montagne là-bas, elle me plaît, ou alors si j'ai envie de redescendre dans cette vallée, j'y vais. Pas me sentir obligé de remonter et de suivre cette petite indication pour pouvoir être sur le bon chemin, pour voir le même chemin que tout le monde. Je sais pas, je trouvais ça intéressant de me laisser un peu porter par le chemin et puis par mon chien aussi, parce que parfois c'est elle qui décidait du chemin. Et c'est vrai parce que, par exemple, je me souviens que c'était dans les gorges de la Loire, c'est juste au nord de Saint-Étienne. On était dans un petit village, on le traversait. La nuit, elle est commencé à se coucher et elle s'est arrêtée devant une maison avec la porte ouverte. Et forcément, elle attire vite l'attention, quoi. C'est un chien loup, elle est quand même très belle. Et forcément, quelqu'un sort, commence à lui parler, puis on commence à parler, et je finis par dormir là-bas, à manger là-bas. C'est un schéma qui s'est assez répété là sur notre traversée. Et c'est pour ça que je dis que je m'autorisais à me laisser porter, et notamment par les choix de mon chien étaient aussi importants, et je suis bien content qu'elle m'ait offert des expériences comme ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres manières dont elle a pu influencer ton voyage? Donc t'as dit que c'était vraiment un facilitateur de rencontres. C'est sûr que c'est un levier de sociabilité immense, quoi. Parce que forcément, on me voit avec un gros sac à dos, on m'arrête forcément, et puis on voit le chien, on m'arrête aussi, quoi. On me demande où je vais,
Même dans les grandes villes, hein, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Quand je me balade à Strasbourg, on m'arrête quand même assez régulièrement. Parce que c'est un chien loup et que c'est pas commun, c'est sûr. Mais quand on a un gros sac à dos et qu'on est un peu loin de chez soi, j'ai l'impression que c'est marqué sur notre front et que les gens ont un peu envie de nous arrêter pour nous poser des questions. Elle a un côté rassurant aussi. C'est l'avantage d'avoir un chien quand on dort dans une forêt la nuit. Je suis très en paix avec la question de l'obscurité, Ok. mais dormir dans un hamac avec son chien qui dort juste en dessous de nous, c'est quand même bien quand un sanglier débarque et puis Ça qui t'est fait demi-tour arrivé? parce qu'il voit qu'il y a un chien. Oui, ouais, ouais. Ça arrivait assez souvent, quoi. En tente, moi, parce que ma chienne dort en tente avec moi, donc on entend des choses qui bougent autour de nous. Je la vois qui regarde à travers la tente et qui fait bouger ses oreilles pour capter les sons. Mais comme elle voit pas, elle voit pas les choses bouger, donc elle va pas les débusquer. En hamac, par contre, elle dort pas dans le hamac avec moi, elle dort en dessous de moi. Elle dort par terre. Je l'ai attachée une fois, mais j'y reviendrai. Je l'attachais rarement la nuit quand je dormais parce que elle va jamais très loin. Et ça m'arrivait presque toutes les nuits, quoi, de me faire réveiller par Vega qui part en courant pour faire fuir quelque chose. Et après, elle revient dans la minute, mais c'est quand même rassurant. Je me dis bon, bah, peut-être pas fait manger les orteils par un cerf ou une biche. Alors évidemment, tu te sens pas en danger. Je me sens déjà pas en danger dans les forêts comme ça, mais avec un chien, c'est quand même, ça permet de faire fuir le tout venant, en tout cas sauvage. Bon, c'est sûr que ça les dérange, mais voilà, je suis là et je repars demain matin. T'as eu beaucoup de moments de solitude comme ça? Enfin, tu vois, t'as réussi à te retrouver face à toi-même parce que tu disais que, mine de rien, sur le parcours, il y a quand même pas mal de villages, de gens que tu rencontrais, etc. Est-ce que t'as quand même réussi à avoir tes moments seul avec ton chien? Il y a eu pas mal de moments seuls. Sur 5 mois, c'est assez facile d'en trouver. Quand on, quand on traverse une forêt ou quand on traverse une montagne il y a plein d'endroits où il n'y a pas grand monde. Les jours de pluie, on n'a pas croisé grand Tu monde non plus, m'étonnes. hein. Après, ça va, cet été, il était plutôt clément. L'été était plutôt clément. Certains orages étaient vraiment, vraiment féroces. Le début de la traversée, début mai, je suis parti le 9 mai. J'ai eu 4 jours de pluie non-stop. Donc pour commencer, c'était génial, hein. T'es ravi de partir. Ah, oui, oui. T'es ravi et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Et quand est-ce que c'est fini? Puis c'est le début, donc aucune idée de ce qui t'attend. Mais bon, t'y vas. Parce qu'il y a ton chien et parce que tu vas pas faire marche arrière. T'as fait un Bah pas en oui, c'était le avant, on va projet pas quand en même. faire en arrière. Ah ouais, ouais. Et après, niveau solitude, j'ai toujours mon chien avec moi, donc le sentiment de solitude est pas forcément présent. J'ai pas mal d'amis aussi qui m'ont rejoint sur la traversée pour faire quelques kilomètres, des étapes avec moi. Et après, on traversait beaucoup de villages, beaucoup de villes où il y a toujours du monde. J'avais aussi, avant de partir, créé un outil, une grande carte interactive de la France où n'importe qui pouvait venir mettre une petite punaise en disant j'habite ici, tu es le bienvenu si tu veux venir te reposer avec ton chien, manger un truc ou juste boire un verre, prendre une douche. J'ai un lit, j'ai un jardin pour ta tante, tu es le bienvenu. Je pensais pas, je pensais pas que cet outil marcherait tellement, j'ai eu tellement d'adresses en fait. J'ai dû aller voir 3% des gens seulement. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Et comment il s'appelle cet outil? Cet outil a été créé sur un site qui s'appelle Feld, qui est un outil de développement de cartes interactives, qui était open source et qui le sera jusqu'en janvier 2024. Faut vite aller faire un tour alors. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un outil vraiment robuste si tu as envie de faire des cartes. Je sais que c'est ton truc aussi, hein. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que donc les gens qui t'ont fait un petit coucou, moi je suis pas très loin, donc ça pouvait faire partie de ta communauté, enfin de tes amis, etc. Mais aussi des utilisateurs de la carte, c'est ça? C'était plutôt vraiment ceux qui avaient accès au lien. Ok. La page peut être privée et ceux qui n'ont pas accès au lien, la page n'est pas publiée sur Felt par exemple. Elle est pas disponible. Ok, Enfin, d'accord, ou ouais. elle est peut-être disponible, mais elle est noyée dans plein d'autres trucs. Ok, donc ça t'a permis de faire des rencontres incroyables, j'imagine. Ah bah oui, ouais. Et puis c'est toujours assez grisant quoi de se dire t'arrives chez quelqu'un qui t'attend. Ouais. Et toi, tu sais pas à quoi t'attendre. Bah oui, et puis surtout il t'accueille comme un roi. Tu viens de traverser une forêt, t'es loin de chez toi, t'es sans domicile depuis
ouais, depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis t'arrives chez quelqu'un, t'as l'impression d'être de la famille, quoi. Je me suis surpris à envisager un outil pareil en me disant, je vais le mettre en ligne et puis je communiquerai dessus une fois que je serai parti. Au bout de 15 jours de traversée, j'ai commencé à communiquer sur ma traversée. J'en ai fait un petit Reels, une petite vidéo, et puis elle a décollé, quoi. Sur Facebook, elle a vite atteint le million. Et sur Facebook, finalement, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu là-bas et qui ont utilisé ce lien pour mettre leur adresse. Bon, il y a des Bretons qui m'ont invité aussi. Ça faisait un gros Des détour. gens au Canada. Ouais. Ils ont pas trop compris le concept, mais je les remercie parce que j'ai une adresse en Bretagne maintenant. Trop bien. Et tu sais un peu ce qui a attisé leur envie de te rencontrer? C'était vraiment le projet? Enfin, t'as eu des retours là-dessus? En fait, c'est très flou. Soit c'est des personnes qui suivent mon travail depuis quelque temps, qui ont mis leur adresse pour me rencontrer parce qu'ils sont sensibles à ce que je partage. Soit c'est des gens qui ont découvert ma traversée avec la toute première vidéo descriptive de ce projet que j'ai mis en ligne et qui, par un élan de solidarité, ont décidé d'essayer de mettre leur pierre un peu à ce projet en m'invitant chez eux, sans trop savoir qui j'étais, en se fiant simplement à ce que je communiquais sur cette vidéo qui est très courte et qui dit juste que j'ai envie de traverser la France à pied avec mon chien, loin des performances, et de m'accorder un droit à l'errance. C'est vraiment tout ce que je dis, quoi. Trop bien. C'est un peu leur manière de mettre leur pierre à l'édifice, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est surtout ça qui les a motivés. Le fait d'inviter une sorte de, je sais pas comment expliquer, inviter quelqu'un qui leur permettrait ou qui matérialiserait une pause chez eux. Ouais, peut-être une pause et peut-être aussi enfin, tu sais, mine de rien, de rencontrer des gens qui sont capables de réaliser leurs rêves, je pense que c'est aussi vachement motivant et de se dire que, que ça rouvre aussi un peu le champ des possibles quelque part, non? Peut-être, peut-être, ouais. Mais je reste persuadé qu'au fond, c'est des gens gentils qui se sont juste dit, oh bah, j'ai envie de faire plaisir. Trop bien. C'est comme ça aussi qu'il y en a qui s'alimentent, quoi. Complètement. En rendant service. C'est surtout ça, la générosité, quoi. Ouais, donc un voyage ultra luxueux, comme tu l'as dit. C'est comme ça que tu as géré donc le côté hébergement de ce périple, en hamac, en tente et chez des locaux. Chez des locaux, j'étais en camping aussi. J'ai dormi dans quelques hôtels et dans quelques Airbnb aussi. Ok, donc c'était vraiment un voyage ultra diversifié, enfin entre traverser des villages, traverser des montagnes, des forêts, dormir dans plein de styles de lieux différents. Enfin, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. Ah bah non, puis c'était toujours différent. Mais parfois, tu vois, par exemple, ce qu'on appelait vulgairement à l'époque la diagonale du vide, Qu'est-ce que c'est? c'est un endroit en France qui est très peu dense. Ok. Voilà. C'est à quel Comment niveau? on peut résumer? C'est à quel niveau? Ça va partir des Ardennes, le Morvan, le Charolais. Ça fait une grande diagonale sur toute la France jusqu'à Toulouse et jusqu'à l'Ariège, je dirais. En passant par le Cantal, le Massif central, évidemment, la Corrèze. 80% de ta traversée, quoi. Voilà, ouais. C'est pas mal ce que je voulais faire. Mais ça s'appelait comme ça. Vulgairement, aujourd'hui, on parle de zone à faible densité, plutôt. Ils ont changé le mot. Sur l'outil dont je te parlais avant, j'avais beaucoup d'adresses dans les Pyrénées. J'en avais pas mal en Bourgogne et plus haut vers chez moi, en Alsace. Mais, vers le Creusot, par exemple, ou après le Creusot vers Digoin, ça c'est des endroits que peu de gens connaissent, qui sont pas forcément médiatisés, qui sont pas au milieu de la carte ou proches de grandes villes, donc il y avait pas forcément beaucoup de monde qui pouvait m'accueillir ici. Donc échouer dans des campings, c'était une solution très confortable. Dans les Cévennes, par exemple, j'avais pas trop de contact non plus, et il y a une journée, il a fait 37 degrés, on a tiré nos hamacs, et puis on n'a rien fait d'autre qu'attendre que la nuit tombe. Bah ouais, tu m'étonnes. C'était terrible, mais en tout cas, après cette journée, c'était forcé qu'il y ait un gros orage le lendemain. Et là, j'ai dû échouer dans un hôtel et j'étais bien content d'avoir fait ça. J'ai jamais vu autant de flotte. Vraiment, donc ouais, c'était très diversifié. Et franchement, je me surprenais parfois à être en chambre d'hôtel et à me reposer dans un vrai lit, etc. Et à reprendre une nuit derrière en me disant j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin juste de me reposer. Ouais. Et c'est terrible c'est terrible de rentrer là-dedans parce qu'après t'as plus envie de partir
Mais heureusement, on se met des petits coups de pied. On se dit, allez, non, on va continuer, on va pas rester là. Ouais, le plus dur, c'est le premier pas, après, une fois que t'es en jambes. Et si on essaye de s'imaginer un petit peu ton périple, je sais pas si... est-ce que t'avais une routine chaque journée? Comment ça se passait un petit peu, tu vois, du réveil au coucher, tes journées pendant ces 5 mois? Ouais, bah, y a une routine qui se met en place, c'est sûr. On se réveille le matin assez rapidement avec le soleil, parce que sur une tente, le soleil, ça fait effet de serre, donc il fait vite chaud dans une tente, donc vite, il faut ouvrir pour que l'air frais du matin rentre dans la tente. Puis après, on se lève rapidement, on se prend un petit déjeuner avec ce qu'on a. En août, c'était beaucoup de mûres, beaucoup de mûres, parce qu'il y en avait partout, et on était en plein dans les Cévennes. C'était délicieux, j'ai jamais goûté des mûres aussi sucrées, aussi délicieuses, vraiment. Donc petit déjeuner, on s'habille, on remballe la tente aussi rapidement, parce que l'idée d'un bivouac, c'est de remballer la tente le plus rapidement possible pour pas gêner. Et ensuite, on se mettait tout de suite en route. Généralement, on essayait de trouver de l'eau, parce que je bois beaucoup la nuit, donc j'essayais de me trouver de l'eau le matin. C'est assez facile quand t'es proche de village, il y a toujours des cimetières partout. Et en France, c'est formidable, on réserve de l'eau aux morts. Donc je suis allé cueillir un petit peu d'eau dans les cimetières. C'est la ration que je prendrai pas quand je serai mort, mais c'est pas grave. On y repensera quand on aura passé l'arme à gauche. Et puis après on se mettait en route et puis on marchait. Généralement on marche 5 kilomètres. On marche pas très vite, hein. On marche 5 kilomètres. On fait une bonne pause. Au bout de 5 kilomètres, on essaie de s'échouer quelque part pour prendre un café. C'est une routine que j'adore, de trouver un bar, un vieux PMU dans un village. Tu vois, les vieux PMU qui sentent la clope. Ouais, où tu peux un peu rencontrer les piliers du bar qui sont là tous les matins avec leur journal. Ouais. Mais j'ai souvenir, c'était pas loin du Creusot, il me semble, ou dans le Charolais, je sais plus trop, d'être arrivé dans un village. Dans un village, j'ai trouvé un PMU, je me suis dit, je vais aller prendre un café ici. Donc sur la porte d'entrée, il y a vraiment un logo ne pas fumer en grand, tu vois. Et je rentre et je vois la patronne du bistrot avec une clope dans le bec, en train de tirer dessus. Un mec au comptoir qui est déjà en train de boire un pastis. La base. Et dès que je rentre, et dès que je rentre, elle me voit, et je la vois cacher sa clope derrière elle. Et je rentre et il y a un petit blanc parce qu'ils me regardent tous les deux. Elle a toute la fumée en bouche. Et elle croit que je l'ai pas vu. Et moi, je suis là, je lui dis que je l'ai vu, et que ça pue la clope, et que ça m'est égal. C'était très, très gênant, j'ai trouvé ça très drôle. Et du coup, je lui ai demandé un café, elle m'a servi un café. Mais j'ai dû le boire à l'extérieur. C'est un des seuls endroits où il voulait pas voir de chien à l'intérieur. En même temps, pour les poumons de Vega, c'était peut-être mieux si c'était un aquarium. C'est vrai, hein. Ouais, de toute façon, bu dehors mon café, mais c'était drôle. Et en tout cas, voilà, il y avait ça, c'était une routine que j'aimais beaucoup, quoi. Aller dans un café, parce que c'est aussi une manière d'aller cueillir et pêcher un peu de quotidien du coin, quoi. Complètement, ouais. Une bonne dose de comment ça fonctionne dans ce coin-là. Généralement, un bar ou un tabac, c'est vraiment un socle. C'est ce qui manque à certains villages, quoi. Une place où les gens peuvent se réunir. Et souvent, les cafés, c'est ça. Et puis après, on se remet en marche pendant 5 kilomètres et puis on trouve de quoi se nourrir pour le midi. C'était vraiment très simple, hein, comme schéma de journée, tu vois. Bah, la base, quoi. Bah oui, c'est vraiment un retour aux besoins naturels qui sont de prendre son pied, dans un premier temps, trouver à boire, de quoi se nourrir pour pouvoir continuer à mettre un pied devant l'autre, et puis marcher jusqu'à ce que le soleil se couche, et se reposer. Et entre ça, on essaie de prendre notre pied, et puis de s'amuser et de voir de belles choses. Et puis après le repas, pareil, remise en route, on marche, et c'est là où on commence à envisager un coin pour se poser, en milieu d'après-midi. Donc là, tu ouvres ta carte, et puis tu essaies d'estimer un petit peu quelle distance tu pourrais faire pour atteindre ce point qui a l'air sympa pour poser sa tente, ou ce camping-là. Donc tu appelles pour savoir s'il reste de la place, si tu veux aller en camping, etc., quoi. Donc oui, très basique, hein, comme schéma, mais très satisfaisant de juste s'occuper de ça. Ouais, vraiment retour aux choses essentielles, quoi. Ouais. Et puis on fait un peu de photos entre les deux, et puis voilà. Trop bien. Tu disais tout à l'heure que tu voudrais revenir dessus, que donc Vega des fois dormait en dessous de toi quand tu dormais en hamac et que d'habitude tu ne l'attachais pas, mais cette fois-ci, du coup, je me demande, est-ce que tu as des anecdotes particulièrement mémorables que tu aimerais partager sur ce voyage? Bah, je peux parler de cette nuit où je l'ai attaché. C'était très drôle. C'était justement après l'épisode orageux dont je t'ai parlé tout à l'heure dans les Cévennes. Un gros orage. Donc il y a une grosse journée à 37 degrés. Il a fait très très chaud.
On n'a pas fait grand-chose. Le lendemain, un orage énorme. J'ai jamais vu un orage pareil. Donc la température est redescendue à 12, quoi. C'était vraiment très froid par rapport aux 37 qu'on avait avant. Et ensuite, des Cévennes, j'ai dû traverser ce qu'on appelle les causses, qui sont des environnements que moi, je n'avais jamais traversés. Dans une forêt, je suis à l'aise. Dans une montagne, je suis à l'aise. Les grandes causses, c'est des grands plateaux sur lesquels il n'y a rien du tout. C'est comme des déserts. Et c'est souvent délimité par des gorges. Donc t'as les gorges du Tarn qui sont c'est une vallée très profonde, des gorges très profondes. Et au-dessus t'as des causses. T'as la causse Méjean. T'as peut-être déjà entendu parler de la causse Méjean dans les Cévennes. Et plus bas t'en as une plus petite qui s'appelle la causse Noire. Déjà le nom ça fait flipper. La causse Noire. Elle s'appelle comme ça parce que dessus il y a une forêt de sapins et de pins. Donc ça lui donne une couleur plus noire vue du ciel, quoi. Et j'ai dû traverser ça. Mais c'est un environnement dès le départ, je savais que j'avais jamais mis les pieds dans un environnement comme ça, que c'était des environnements où il n'y avait pas grand monde, où l'eau était pas vraiment facile à trouver, et où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moutons, de fermiers, et le problème de le faire après le 18 août, c'est que la chasse au sanglier est ouverte aussi. Et on était vraiment dans ce moment-là, quoi. Donc il y avait tout ça qui se bousculait dans ma tête, donc j'appréhendais un peu cette traversée de cette Causse jusqu'à Millau, la ville de Millau où il y a le grand viaduc. Et la première nuit, voilà, on a fait toute une première journée sous la pluie, très froide, où j'ai pas réussi à me réchauffer, et puis j'ai pas réussi à me sécher. J'ai tiré mon hamac la nuit parce que je voulais pas mouiller ma tente pour les journées restantes. Donc j'ai juste tiré mon hamac à une bâche pour passer la nuit. Et j'ai attaché Vega parce que j'avais cette crainte je savais que la chasse était ouverte. Il y avait quelques panneaux, j'ai croisé quelques panneaux, donc j'étais pas serein. Donc comme c'est un environnement que je connaissais pas et que j'avais aucune info sur les chasses en cours, etc., je l'ai quand même attaché pour me rassurer, quoi. Mais et c'est très étrange, sur les coups de 3 heures du matin, je crois, je me suis fait réveiller par Vega, donc qui était attaché, hein, qui gesticulait, et je l'entendais vraiment se remuer, gémir. Je comprenais vraiment pas ce qui se passait, donc j'ai ouvert les yeux, j'ai allumé ma lampe. Alors la gueule enfarinée, on voit pas grand-chose, hein. En plus, j'avais pas mes lunettes, tout était flou, mais j'ai juste vu la silhouette de mon chien en train de se rouler par terre, et à un moment donné, une forme noire vraiment partir à toute vitesse dans les bois vers ma gauche, ne pas comprendre ce que c'était, et juste après, ma chienne s'est mise à chier. Je te jure. C'est trop bizarre comme moment. Mais c'est quoi, elle a eu peur de ce truc qui est parti en courant? Ah, j'en ai aucune idée. Encore aujourd'hui, Ok. je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te le décris comme je l'ai vécu. Je vois quelque chose partir avec vraisemblablement quelque chose avec laquelle elle était en train de se battre, ou je sais pas trop. Cette chose s'en va, et après, directement après, elle se met en position pour faire sa petite crotte. Sous ton hamac, parfait pour passer une bonne nuit. Un peu plus loin, je l'ai en longe, donc elle était bien à 10 mètres, tu vois, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle a pas été blessée, donc mon cerveau un peu rationnel me dit elle a dû boire dans une flaque, tomber malade la journée, et puis c'est son côté, je ne veux pas faire mes besoins proches de là où je dors, donc je veux m'écarter, mais je peux pas parce que je suis attaché. Je pense que c'est ça dans ma tête, et que l'ombre, je l'ai invoqué par ma parano. À mon avis, c'est ça. Donc ça, c'est le soir où j'ai le plus peur. Ouais, j'imagine. Mais bon, déjà, t'es courageux de dormir en hamac dans la forêt, etc. Enfin, tout le monde le ferait pas. Mais par exemple, si toi, tu dormais en hamac avec ton petit chien, il y a... c'est déjà rassurant, tu vois, d'avoir son chien avec soi pour dormir. Mais c'est sûr qu'après, il faut avoir fait la paix avec l'obscurité et la nuit, de manière générale. Complètement. Mais je suis persuadé que des tarés, il y en a pas dans les forêts la nuit. Ah non, mais complètement. Je pense que c'est notre imaginaire à 100%. Mais après, est-ce que je serais rassurée avec Flokit? C'est déjà, quand je le vois, comment il est en journée, au moindre bruit. Je pense qu'il aurait même plus peur que moi au final, tu vois. C'est vrai, mais il sentirait les choses venir, il y aurait une alerte de sa part. Complètement. Donc les choses te tomberaient pas dessus comme ça. Déjà, il y a ça, tu vois. Tu serais pas... t'es pas là à te faire
surprendre, en tout cas. C'est clair. Est-ce que t'as d'autres anecdotes que t'aimerais partager? Ou moments particuliers, drôles ou qui t'ont marqué vraiment? Il y a un moment qui m'a marqué, mais il est pas drôle du tout. Mais je pense que c'est important d'en parler, en vrai. Parce que on peut pas faire un voyage comme ça et ne donner que les bons côtés. Complètement. Ce voyage s'est vraiment très très bien passé. Mon chien n'a eu aucune séquelle, il n'y a pas eu de problème de pattes, de problème articulaires, etc. Elle a toujours mangé à sa faim. On a pris un pied énorme. C'est des choses qui, maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais pu éviter. J'étais dans le Cantal et ma chienne s'est pris, il y a des clôtures électriques et elle s'est pris un petit jeton dans une clôture électrique. Ça arrive. Elle avait déjà goûté ça quand elle était jeune, de prendre un petit coup de jus dans des clôtures électriques dans les Vosges, par exemple. Et là, on était dans le Cantal. C'est sensiblement les mêmes clôtures, j'en suis sûr. Elle a pris un premier jeton, on était sur une montagne. Ça l'a bousculée, elle est partie un petit peu plus loin. Elle était détachée à ce moment-là. Puis elle est revenue, etc. Puis à un moment, j'ai essayé de la faire passer pareil, dans les portes, hein, pour passer les clôtures, etc. Curieuse comme elle a foutu le pif sur le poteau pour voir si personne n'avait pissé là-dessus, évidemment. Et là, elle s'est pris un nouveau jeton. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 minutes, elle s'est pris 2 coups de jus. Et là, j'ai vu mon chien descendre la montagne. C'était assez surprenant. C'est un chien que j'ai jamais perdu, qui m'a jamais quitté non plus. Mais là, vraiment, dans sa tête, c'était cette montagne est dangereuse, n'y reste pas. Et je l'ai vu partir, et la première réflexion que je me suis faite, c'est j'espère qu'elle a pas associé la douleur qu'elle vient de se prendre au fait que je voulais qu'elle passe par là. Évidemment, c'est évidemment ce qu'elle a fait. Quand j'ai vu partir, je me suis dit, bon, généralement, elle revient. Elle part 100 mètres, 200 mètres. Je me dis, bon, là, ça fait beaucoup. Et puis, je la vois disparaître dans la forêt. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai attendu 1 minute. Elle revenait pas. Et c'est pas commun pour ce chien, en tout cas. Qui est un chien qui revient toujours et qui nous suit toujours, qui a un suivi naturel incroyable. Elle ne revenait pas. Alors là, je me suis dit, bon, je réfléchis pas, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas, donc j'ai couru, et vraiment, elle a descendu toute la montagne. C'est-à-dire que on avait monté en 1 heure, ça a fait 10 minutes, quoi. Moi, j'étais en chaussons de tente, j'ai tout descendu, et puis en bas, elle s'était réfugiée dans un refuge, où elle a trouvé du monde, donc elle est allée par là-bas, quoi. Mais elle était terrorisée du fait d'avoir pris un gros coup de jus. Je le comprends, quoi. Ah mais toi aussi, du coup, j'imagine, tu redescends toute la montagne, donc 1 heure de marche. Tout redescendu en courant, Ouais. avec mes petits chaussons. Genre, J'avais déjà à 2000 bornes, 2000 bornes dans les pattes. On était dans le Cantal, donc c'était des dénivelés assez costauds. Et puis je suis arrivé en bas et je vois pas mon chien, tu vois. Je me dis, ça y est. Vraiment, je me suis fait cette réflexion. Ça y est, j'ai perdu ma chienne, quoi. Et ça, c'est terrible. Donc j'envisageais déjà d'aller voir la gendarmerie pour leur expliquer, de faire ça vite pour que le message passe parce qu'elle revient toujours, tu vois. Ouais. Mais bon. Ouais, non mais c'est vachement flippant, ouais, c'est clair. Et t'avais quelque chose de particulier, tu sais, je sais pas, ne serait-ce qu'un médaillon avec tes coordonnées ou quoi? Non, même pas, j'avais même pas ça, quoi. Et en fait, elle était au refuge à côté, donc il y a quelqu'un qui est passé qui m'a dit bon, elle est par là, et puis on est allé la retrouver, et le lendemain, ça nous a pris une journée à coups de friandises, de gros saucissons pour lui rappeler que la montagne c'est chouette, que c'est pas qu'une histoire de coup de jus, que c'est du kiff avant tout, quoi. Ok, elle l'a vraiment associé à votre marche au final. Elle avait pas associé la douleur à la montagne, mais je me sentais obligé de remettre les choses au clair avec elle, de remettre une couche de c'est trop cool, voilà, c'est la balade. Voilà des friandises. Et ça c'est le caractère du chien loup tout trempé. Pour le coup, c'est un caractère, je sais pas si un autre chien l'aurait fait peut-être, hein. Mais en tout cas cette fuite, c'est la première fois que je le vois chez ma chienne. Et c'est évidemment ce qu'on dit en premier du chien loup. Alors bon, c'est arrivé, voilà, dans ma vie c'est arrivé, mais les raisons étaient totalement justifiées. Ça, c'était pas un moment très drôle, et forcément t'en tires les leçons, alors tu me dis, bon si je l'avais en longe, j'aurais pu l'arrêter, mais comment j'aurais géré sa frustration et puis sa peur? Est-ce qu'on va éviter les montagnes et les clôtures? Non, parce qu'après, pendant jusqu'à la fin de la traversée, elle a fait gaffe, hein. Bah oui, j'imagine. Ça, c'était sûr qu'après, elle avait appris de ses erreurs. Mais en tout cas, elle a quand même descendu une montagne en courant, et moi, j'ai dû courir derrière elle, quoi. Donc, pas très drôle, ce moment. Mais c'est rien comparé à tous les autres moments super qu'on a vécu. Donc, je peux t'en raconter aussi, par exemple, dans le Cézallier. Est-ce que tu vois où c'est le Cézallier? Le Cézallier, c'est entre les Monts d'Or et le Cantal. C'est entre des grands volcans.
On dit que c'est l'endroit le plus venteux de France. Ok. Et alors, tu vérifies cette information? Et je confirme. Je confirme parce qu'on est tombé dedans quand il y a eu des grands vents. Il y a eu des grands vents début août ou mi-août. Il y a eu des grands vents sur toute la France et nous, on était en plein dans le Cézallier. Parfait. C'était, ouais. Et c'est un endroit qui est peu dense aussi, où j'avais peu de contact. Donc, on ne pouvait pas dormir en tente le soir-là. Et il pleuvait, évidemment. Il faisait très froid. Et on s'est réfugié. Et ça m'était jamais arrivé, mais on s'est réfugié dans une église qui était ouverte, avec Vega, etc. Et on a passé la nuit là-dedans, à l'abri du vent, à se faire réveiller toutes les 15 minutes par les cloches qui sonnent. Mais quelle expérience de dormir sur un hôtel et pas dans un hôtel. C'était très 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 drôle. Et de le faire de surcroît avec son chien, qui a pu dormir dans une église. On est plutôt en paix avec la question du sacré, donc ça nous a pas apeuré. Il y a des gens qui peuvent, tu vois, se dire bon, on respecte pas telle ou telle religion, mais on a juste dormi là pour être à l'abri finalement. Et ça nous a, on était bien content qu'elle soit là, cette église. Ouais, t'as pu vivre des expériences que t'aurais peut-être jamais vécues. Ah bah, je te l'accorde, c'est pas un rêve d'aller pioncer dans une église en plein cœur du Cézallier, hein. Mais bon, ça nous est tombé dessus. Avec des vitraux dans lesquels il y avait des trous et on entendait le vent passer. Non, chouette, en vrai, t'es content d'être dedans, plutôt qu'à l'extérieur. Crois-moi. À l'abri, avec des grosses pierres. Dans ton bon duvet bien chaud, là. Est-ce que t'as la sensation que ce voyage, ça a pu renforcer vos liens d'une manière ou d'une autre? Assurément. Assurément. Tu peux pas passer 5 mois non-stop avec ton chien à traverser des paysages magnifiques, à rencontrer plein de gens, à avoir des moments un peu moins chouettes, mais dans lesquels tu crées quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est des moments durs que tu traverses avec ton chien, que ce soit une journée entière sous la pluie, et ben ton chien te suit et toi tu la pousses à te suivre, ou parfois c'est elle qui avance et toi tu la suis parce que elle a l'air de savoir où elle va, et t'es bien content parce que parfois toi tu sais pas où tu vas et tu peux pas rentrer de 5 mois de ça et ne pas avoir agrandi la gamme de langage que t'as avec ton chien, ne pas avoir décuplé l'amitié que t'as avec elle, et c'est pour ça que c'est aussi quelque chose de rentré, quoi. Il y a une différence marquée, le avant le voyage et après le voyage? Elle est pas marquée. La différence est pas marquée parce que j'ai fait le choix de rentrer doucement aussi. Je suis rentré en train de nuit déjà. Donc, ce que j'ai fait en 5 mois, je l'ai fait en 2 jours, tu vois. Plutôt que de prendre un TGV et d'y être en 7 heures, hein, d'être à la maison. J'ai décidé de le faire lentement, de prendre un train de nuit très long pour nous accompagner. Mais c'est plus symbolique qu'autre chose. En rentrant, j'ai pas repris tout de suite ma vie dans mon appartement. Je suis resté, franchement, j'ai passé une semaine avec ma grand-mère à la vitesse de quelqu'un qui est retraité. Et ça comme façon de faire une transition, c'est formidable aussi, quoi. Et pour mon chien, c'était important aussi. Après, c'est reprendre une vie en appartement, où on va arrêter d'être sur les pattes toute la journée, où on va reprendre une vie à 3 sorties par jour. Ça reste des sorties qui sont importantes, donc c'est 3 heures minimum par jour dehors avec ma chienne. Mais ça va vite. Tu sors 1 heure, puis après le midi tu sors 1 heure, et puis tu ressors 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures le soir, parce que c'est un kiff aussi. Mais voilà, ça demandait d'y aller progressivement. Oui, parce que j'imagine pour elle, ça fait une belle coupure quand même, mine de rien. Enfin, tu te fais au rythme d'être dehors toute la journée pendant 5 mois. Tu t'y fais, mais tu te fais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que déjà l'être humain a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Un chien, c'est quand la relation est bonne, bah, je te fais confiance, hein, et elle s'adapte tout autant. Elle est pas là à demander à sortir plus, elle est contente de se reposer aussi. Après, on fait le travail pour que nos sorties, elles soient tout aussi marrantes qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer du chien pour jouer, il faut qu'il y ait plein d'odeurs, il faut qu'on joue ensemble aussi, il faut qu'il y ait tout ça, quoi. Comme ça, une fois qu'elle est à la maison, elle se repose. Là, tu le vois, ceux qui nous entendent ne pourront pas le voir, mais ma chienne est derrière moi en train de pioncer. On dirait un petit renard. On a fait que 2 sorties aujourd'hui, et puis on n'est pas sorti depuis 13 heures aujourd'hui, donc il est 18h37 à l'heure où on tourne. Et là, elle pionce, quoi. Elle a passé les 2 ans, c'est un âge aussi où il commence à devenir un peu plus posé. Comment on rentre d'un voyage de 5 mois, qu'on soit un humain ou un chien? Tu disais donc t'as fait un retour en douceur, mais j'imagine que ça fait
doit y avoir quand même un grand gap entre les deux, que ça peut être un peu difficile. La question, c'est est-ce qu'on rentre dans la même vie qu'avant? Et forcément, toi, t'as changé en 5 mois, t'as changé. Toutes les personnes que tu viens retrouver ont changé aussi. Tes envies ont changé, donc tu reviens pas. Ce serait une erreur, je pense, de revenir dans une vie qui est sensiblement la même qu'avant. Donc c'est important d'y revenir, mais de replacer les choses et avec ta vision, avec ta nouvelle vision. Pour ton chien, c'est pareil, quoi. Un peu, t'as vécu plein de choses, etc. Donc il faut aussi adapter ton quotidien à ce que t'as vécu ces 5 derniers mois. Je me sentais pas de rentrer, de revenir dans un travail à 35 heures pour une entreprise. C'est du temps que j'accordais pas à l'amitié que j'ai avec mon chien, donc pour l'instant j'ai mis ça de côté, puis advienne que pourra, on essaie de construire d'autres choses, on essaie de créer à droite à gauche, il y a plein de choses à inventer, et je trouve ça grisant. C'était les dernières semaines de mon voyage, et c'est souvent ça dans les voyages, tu sais qu'il y a une fin. Tu sais que à partir de telle date, mon train m'emmènera à Paris, ce train ensuite me déposera c'était gare Montparnasse, puis je prendrai un autre train pour Strasbourg ensuite, et je serai chez moi. Mais le chez soi, il faut à nouveau le construire, quoi. Il faut à nouveau se l'approprier. Tu peux pas rentrer et dire, bon ben voilà, tout ce qu'il y a là, c'était à moi, et ça l'est encore aujourd'hui. Pour se réapproprier les choses, ou du moins essayer de l'habiter à nouveau avec un peu plus d'accord avec tes valeurs. Donc ça demande de se prendre du temps pour ça aussi. Prendre des vacances, d'accord, si elles sont longues, considère que tu peux prendre 2 semaines de plus pour rentrer. Juste en vacances, pour te réapproprier ton chez-toi, c'est pas mal. Avec ton chien, reprendre des choses tout doucement. J'ai souvenir que quand Vega est arrivé à la maison, j'avais pris 2 semaines de congé à l'époque, car je travaillais encore, avant de quitter mon travail pour faire cette traversée. J'avais pris 2 semaines de congé pour rester avec elle et pour vraiment lui expliquer que cette maison c'était sa nouvelle maison, que cette famille c'était sa nouvelle famille et que j'allais être la personne qui allait essayer de lui montrer comment les choses fonctionnaient, comment on pouvait vivre de belles choses en rigolant, en se nourrissant, tout en étant en sécurité. Mais ça me semblait important que je ne la quitte pas pendant 2 semaines pour pouvoir ensuite enchaîner sur des trucs plus fun, donc pour lui apprendre un petit peu la solitude pas à pas, etc. Et là, j'ai retrouvé ça, en rentrant, j'ai retrouvé ce truc, ce besoin de lui réapprendre que ici c'était notre maison, sauf que j'avais aussi besoin de travailler moi-même là-dessus. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Et j'étais bien content de l'avoir fait une première fois avec elle, parce que je pouvais faire l'analogie avec ça. Alors ça s'est très bien passé, ouais. Du coup, si j'ai bien suivi, c'était un peu ton premier voyage avec elle? J'étais parti en voyage de test. Une fois en Suisse, j'avais fait un week-end de 2 jours. Elle avait seulement 1 an. Donc on est monté proche d'un lac, on a campé et on est revenu. Donc juste pour faire un premier pas dans le bivouac et voir comment est-ce qu'elle gérait une nuit en tente en montagne dans un environnement qu'elle ne connaissait pas. J'ai refait ça quelques mois plus tard, je suis parti dans les Dolomites, 10 jours avec elle. Là, c'était plus pour m'entraîner à l'autonomie et voir comment est-ce qu'elle pouvait gérer un repas qui était un petit peu différent de ce qu'elle avait d'habitude, car quand je suis à la maison, je peux lui faire des rations très strictes, dans le sens où c'est à peu près toujours la même chose, c'est un repas barf avec tout ce qu'il faut, pesé au gramme près, etc. Quand t'es sur la route, c'est quand même un petit peu plus compliqué de trouver des petits poissons à droite à gauche, ou de la panse de bœuf, ou je sais pas quoi. Des trucs qui puent là, mais ça elle adore, bref. Donc je suis parti dans les Dolomites 10 jours pour tester ça, et pour me rassurer aussi sur le fait que une traversée de la France, c'était envisageable avec elle. Et voilà, on a fait 10 jours qui étaient fantastiques, et j'avais plus qu'une hâte, c'était d'essayer ce projet. Ouais, donc ce voyage était aussi en perspective de la traversée de la France. Je me demandais, est-ce que justement, tu vois, ce voyage, ça a influencé d'une manière ou d'une autre ta perception du voyage avec ces animaux de compagnie? Enfin, tu vois, c'est quand même un grand sujet. Bah c'est vrai que la SPA avait communiqué un chiffre qui était en août de 16 000
abandon d'animaux, ce que j'ai trouvé énorme, quoi. C'est juste pour l'été. Juste pour l'été. Ça m'avait vraiment bouleversé parce que moi je faisais ce travail en fait d'être avec mon chien et d'essayer de l'emmener partout et j'essayais de me convaincre que les chiens sont acceptés partout. Et pour l'instant, j'avais pas eu. On était en plein août. Moi, je voyageais depuis mai, j'ai été refusé à très très peu d'endroits, j'ai eu très très peu de problèmes. Et l'argument du je abandonne mon chien parce que je peux pas voyager avec lui, c'est clair qu'il sonne comme quelque chose de décevant pour les personnes qui l'avancent. Dans les 16 000 abandons, pas, il y a évidemment pas il y a pas cette excuse partout. Il y a des gens qui sont obligés de se séparer de leur chien ou de devoir céder leur chien pour cause de maladie ou parce qu'ils n'ont pas la capacité de leur offrir une vie. Alors qu'ils y aient pas réfléchi avant, voilà, c'est encore un autre débat. Mais l'excuse de je ne peux pas voyager avec mon chien, alors je l'ai laissé à la maison ou j'ai dû l'abandonner. Alors là, ça me mettait hors de moi, quoi. De voyager comme ça m'a pas forcément. J'étais déjà convaincu que je pouvais aller n'importe où avec mon chien si je faisais le travail avant. C'est-à-dire que ma chienne est quand même éduquée, même si elle est impressionnante, elle est grande, elle fait 30 kilos, elle ressemble à un loup. D'accord, d'accord, mais vous voyez bien qu'elle est douce. Puis si on arrive avec un sourire, etc., ça fait pas tout. Je comprends, je conçois que ça fait pas tout et qu'il y a des endroits où je pourrais pas rentrer. Je peux pas aller dans un musée avec un chien, je peux pas aller dans un cinéma. J'ai pas envie d'aller dans un musée avec un chien. Je peux pas aller dans un casino, je pense, avec un chien. Mais j'ai pas envie d'aller dans un casino. Mon chien, si je peux l'emmener dans un bar, ça me suffit. Si je peux l'emmener au resto, ça me suffit. Dans les campings, dans les hôtels, franchement, il y a plein d'endroits qui prennent les chiens. On m'a beaucoup écrit en me disant, il y a beaucoup de locations ou de Airbnb qui prennent pas les chiens. C'est vrai, mais re-questionnez votre façon de voyager. Moi, j'ai organisé mon voyage en fonction des boucheries, je le rappelle. J'ai fait 5 mois de ma vie, un projet comme ça, juste en fonction des boucheries. Si c'est pas une preuve que la présence de mon chien influe beaucoup sur les décisions que je vais prendre, et s'abandonner à ça, à mon avis, c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire. Quoi. Parce qu'on est deux, et je suis pas seul même si c'est moi qui fais les choix, je suis pas seul à vivre l'expérience. Quoi. Alors, ça me semblait important. Donc ça n'a pas forcément changé ma vision du voyage, le fait de voyager avec un chien. Le fait de voyager avec un pied peut-être plus. Oui. Aujourd'hui, je prends ma voiture pour me déplacer, pour aller voir mes parents par exemple, ou pour aller voir des amis quand ils sont en dehors de ma ville. Et ça me saoule vite. Hein. La route, mais ouais, ça me fait mal au crâne et puis tout va plus vite en voiture. À pied, c'est quand même plus lent, c'est plus long, tu as le temps de respirer, etc. Ça demande plus d'organisation. Si tu dois être à tel endroit à telle date, bah vaut mieux t'y prendre 2 jours, 3 jours à l'avance pour être sûr d'y être. Alors qu'en voiture, bah tu fais une demi-heure et voilà, on va pas cracher sur l'automobile, ça reste une belle invention qui réduit les distances, mais bon. Oui, après, il y a une différence entre voyager et se rendre d'un point A à un point B. Enfin, effectivement, il y a des fois où, bah voilà, on doit aller à un endroit. Ah oui, mais bon, voilà, de rentrer après une marche comme ça, c'est sûr que ça fait poser des questions sur la manière de voyager, enfin de se déplacer. Bah, et puis c'est tout l'intérêt du voyage, de remettre les choses en perspective, de se rendre compte de la chance qu'on a aussi dans notre quotidien et des nouvelles choses qu'on a envie d'implémenter suite au voyage. J'ai pris le train avec Vega aussi. Et franchement, le train, ça se fait vraiment très bien avec un chien. Mais ce qui est drôle, c'est même pas drôle, mais aujourd'hui, tous les tickets qu'on prend pour nos chiens pour voyager sont à 7 euros. 7 euros, c'est rien du tout, hein. Qu'on parte de Paris pour Marseille ou Marseille jusqu'à Brest, ça coûtera 7 euros. On paye un ticket, mais notre chien n'a pas de place. Nous, quand on achète un ticket, on a une place attitrée. On a un siège. Notre chien n'a pas de siège. C'est comme ça. C'est dommage. Donc, quand on a un chien qui fait 30 kilos, je peux pas forcément le mettre sous mon siège. Quoi. Donc, après, ça fait pas longtemps qu'ils sont à 7 euros les tickets, donc j'ai bon espoir que les choses continuent d'évoluer dans ce sens. Enfin, ça fait pas longtemps que les animaux de compagnie, en tout cas, ne sont plus considérés comme des objets non plus. Donc, on va dans le bon sens et je pense que oui, ouais. Et essayer de mettre des choses en place. Je suis rentré à Strasbourg et depuis le 1er juillet, les trams sont autorisés aux chiens.
Donc j'arrive dans ma ville et puis je peux prendre le train avec mon chien. Trop, trop bien. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui que tu aurais aimé ajouter? Sur la traversée, on a croisé beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens derrière des portails ou dans des jardins. Donc forcément des chiens qui ont des comportements de chiens, qui aboient quand on passe devant. Et qui est un comportement totalement normal pour voilà, un chien qui soit il essaie de communiquer quelque chose, soit il défend son territoire. Enfin bref, c'est un comportement normal. Et aussi frustrant que ça puisse paraître, et c'est un comportement qu'il faut accepter. Il se trouve qu'à un moment, pendant la balade, il y a un monsieur qui est sorti de sa maison et qui a commencé à m'engueuler en me disant que son chien détestait les chiens qui n'étaient pas attachés et que c'est pour ça qu'il aboyait. Et le monsieur aboyait tout aussi fort que son chien. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est lunaire ce qui se passe là. Alors j'ai essayé de lui expliquer qu'en apprenant un peu plus sur son chien, il allait comprendre que c'est un comportement qui est normal. J'ai pas essayé de lui dire que s'il le sortait plus souvent, etc., ça pouvait peut-être alléger les choses, parce que c'est pas forcément vrai. Et puis je le connais pas, son chien. Mais il essayait vraiment de faire croire que c'était de ma faute, que son chien aboyait, etc. Et vraiment, il était agressif, et je me suis dit, mais quel enfer de penser ça de son chien, et de balancer de la mauvaise énergie sur les gens qui passent. Alors qu'en fait, je faisais que passer, quoi. Je lui ai rien demandé, et puis... tout ça parce qu'il acceptait pas que son chien ait un comportement de chien qui aboie. Mais je pense que c'est un schéma qui se répète assez souvent dans les villages français, c'est-à-dire que c'est un chien qui est à l'extérieur, puis qui aboie, puis qui réveille et qui fait du bruit dans tout le village. Ça crée des tensions, donc potentiellement il y a une recherche de coupables, et malheureusement c'est celui qui passe. C'est celui qui passe. Alors que voilà, c'est des comportements de chiens normaux, quoi. Mais je sais pas comment est-ce qu'on peut travailler ça. J'en ai aucune idée. Je suis sûr que ça se travaille, mais voilà. En tout cas, j'en ai croisé beaucoup qui aboyaient. Et voilà, t'ouvres le portail, ils sont très gentils, mais... Bah, comme tu disais, au-delà de cette thématique en particulier, des aboiements au travers d'une grille, etc., c'est d'accepter qu'un chien a un comportement de chien, c'est pas un humain, et il fera pas forcément exactement ce que toi t'imagines qui est le mieux. Bah oui, oui, oui. Est-ce que t'envisages un prochain voyage du même type en marchant avec Vega, ou même un voyage complètement différent bientôt? J'envisage pas à l'heure actuelle de nouveaux voyages, parce que je considère que je suis pas encore rentré de celui-là. Parti 5 mois, il faut le temps d'atterrir, et puis là je suis vraiment dans comment réapprendre un peu ma vie, ou remodeler ma vie pour qu'elle me plaise, en sédentaire en tout cas. Puis après il y a comment transformer tout ce que je viens de vivre en quelque chose de nouveau. Et puis après on envisagera peut-être un nouveau voyage, mais c'était quand même assez costaud. Et puis voilà, c'est 5 mois quand même. Là, on arrive à 6 mois avec depuis que je suis rentré. Ouais, faut le temps que ça décante, etc. Donc, Tu disais que tu pouvais réinventer ta vie justement pour aussi passer plus de temps avec Vega. Est-ce que tu as des pistes? se lever tôt, se lever plus tôt, se coucher plus tard. Ça reste, ça a pas changé parce que ça a jamais été une corvée de sortir mon chien. Là, on est en plein novembre, ça fait 3 semaines que je la sors sous la pluie. C'est pas drôle. Mais quand il y a une journée de soleil, ah, c'est délicieux. C'est délicieux de sortir avec son chien. Et rien que pour cette journée, j'accepte les 3 semaines de pluie. Ça a jamais été une corvée de sortir son chien. Ça c'est une piste, je crois. Considérer ça comme une non-corvée. Je sais pas qu'est-ce que c'est le mot, hein. Non, mais c'est ça, d'être quand même, et de profiter le plus possible du tout petit peu de lumière qu'il y a à l'extérieur. Ah, si je peux prendre mon chien avec, eh ben je le prends volontiers. Et quand je dois bouger, si je peux prendre mon chien, je le prends. Que ce soit pour raison professionnelle, si je peux prendre mon chien avec, je le prends. Si je vais boire un verre avec des amis, eh ben j'y vais à pied. On arrive au bar, mon chien, eh ben il est bien contente de s'installer avec sa petite gamelle. Moi je vois mes amis, je bois un verre, et après on rentre à la maison. Au travail, on peut enfin c'est assez, ça dépend au travail, mais il y a pas mal de, enfin il y a pas mal, j'en sais rien. Je sais pas, mais j'ai l'impression que les chiens sont quand même bien acceptés dans le milieu. Mais en France, je crois que c'est moins de 10% des entreprises qui acceptent les animaux de Bon, compagnie. il y a un travail à faire là-dessus.
C'est de la sensibilisation, ouais. 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 Pas quand ils auront compris que le bien-être économique est dépendant du bien-être des salariés. Alors, ils sont où les managers, hein? Les managers de synergie. Recrutez des chiens, vous verrez. Les managers qui nous écoutent, commencez à y réfléchir. Et s'il y a des personnes qui ont des questions à te poser, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Ces personnes peuvent me retrouver sur Instagram, Kimeno-Corentin, tout simplement. Voilà, m'écrire là-dessus, j'essaie de répondre, j'ai beaucoup de messages en retard. Je suis une buse quand il s'agit de répondre directement. C'est sûr et certain, mais je finis toujours par répondre. Il y a aussi, j'ai mis pas mal de stories à la une, qui sont des questions qu'on m'a déjà posées, concernant le voyage en tout cas, et la vie que j'ai avec mon chien, ou ma vie de photographe, enfin bref, tout ce qui tourne autour de ça. Donc il y a déjà des réponses qui sont disponibles là-dessus. Par exemple, les cyanobactéries, combien je marchais par jour, comment je faisais pour faire manger ma chienne, etc. Toutes ces questions, j'ai déjà répondu, et puis les réponses sont disponibles sur le compte Instagram Kimeno-Corentin. Donc si jamais, c'est déjà une bonne ressource, en tout cas. Trop bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup Corentin pour ce beau partage. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je te dis Merci Alicia, puis j'étais ravi d'y participer. Puis merci aussi de créer tout ça, et puis d'essayer de le partager, et de participer à faire en sorte qu'on voyage un peu plus avec ses chiens. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Si ça peut aider des gens ou inspirer ou, enfin, tu vois, moi j'adore. Enfin, moi ça m'inspire toujours, en tout cas, les échanges que je peux avoir sur ce podcast. Donc, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance, et je vous dis à très bientôt.